Bonsoir donc, merci d'être venu malgré ce temps peu clément. On va vous parler un petit peu du retour de la première soirée. Il y a eu plusieurs sujets qui ont été évoqués dans le mois par rapport avec des personnes qui étaient donc présentes à la première. Ensuite, je vous présenterai le modèle de l'entreprise ouverte. C'est une des choses qui est revenue le plus fréquemment, c'était en gros, qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que c'est votre modèle, etc. Et on laissera la main ensuite à une société qui s'appelle Softethic, qui développe un système de domotique pour les personnes dépendantes, handicapées. Et enfin, les étudiants de l'IMERIR vous présenteront leur projet de cette année. Un robot imprimé en 3D. Vous aurez une petite démo d'impression 3D aussi. Et voilà, ils vous en diront plus après. Bien. Comme Julien a cité, on va concentrer un tout petit peu sur domotique et robotique. Et on va traiter d'abord les 3 retours principaux qu'on a eus depuis la dernière réunion, très rapidement. Le premier, c'est le grand retour à la question que tout le monde pose, qu'est-ce que vous faites précisément? Et moi, j'ai une réponse simplifiée, c'est qu'on développe les projets et les produits en technologie et on aide les autres à faire la même chose. Bien, ça c'est simplifié. Et on veut travailler dans un système de collaboration. La dernière fois, on a parlé de l'open source. Ce soir, on va parler un tout petit peu de l'open enterprise. Open entreprise, même. Et ça, c'est la partie qui est peut-être un peu plus compliquée à comprendre. Mais de toute façon, c'est ce qu'on veut, c'est travailler avec vous, que vous venez avec vos idées et qu'on vous aide à les développer. Une autre question fréquemment posée, pendant et après la dernière réunion, c'est il y avait beaucoup de gens qui sont assez excités par l'idée de Fab Lab. Quand est-ce que ça va se construire? Une réponse à ça, c'est qu'un Fab Lab, c'est d'abord une communauté et pas juste un lieu. Et il faut d'abord, c'est un grand projet, peut-être ça va aboutir, peut-être nous allons aider les autres, ou travailler avec les autres pour le construire. Mais principalement, il faut d'abord construire la communauté. Pareil, ce qu'on cherche, c'est les gens qui ont des compétences, matériaux et surtout les projets qui viennent, qui disent « Est-ce que vous pouvez nous aider à faire ça ?» Et par rapport à leur projet, on peut éventuellement équiper un Fab Lab avec des buts spécifiques. Oui, effectivement, le Fab Lab, un petit rappel, c'est donc vous avez compris un ensemble, un endroit dans lequel, un tiers-lieu dans lequel on va mettre des machines. Il faut d'abord en fait identifier les besoins réels de la communauté pour savoir quelles machines on va mettre en place et avoir un certain quota d'utilisation avant de lancer les investissements, budgétiser tout ça, etc. Voilà. Et le troisième retour, l'open source. Les gens qui ont fait des commentaires généralement très positifs, mais d'autres gens qui ont dit mais pour moi ça c'est pas exactement ça l'open source. Il y a d'autres personnes très importantes qui seraient pas en accord avec mon explication. Et effectivement, open source c'est assez pluraliste pour dire ça c'est notre vision de l'open source, c'est notre façon de travailler. On va parler un peu plus tard d'autres sociétés qui ont leur façon, disons, ouverte de travailler, qui est intéressant. Et ce qu'on penche surtout, c'est sur l'ouverture d'esprit, l'ouverture des données, toutes sortes d'ouvertures, et ça, c'est notre interprétation. Et pour dire, bien, la dernière fois, on a cité quelques éléments que je trouve clés dans l'open source. La présentation, c'est disponible en ligne, alors on peut faire des commentaires, on peut regarder un peu ce qu'on a fait. La vidéo de la dernière réunion s'est faite en ligne aussi. Mais surtout,
c'est ce concept ici que les utilisateurs ont en général une vision beaucoup plus précise et plus détaillée que celle des fabricants. On va y retourner, surtout avec la société Softetic qui vont présenter le projet de domotique pour les handicapés qui vient d'un besoin personnel et d'une expérience personnelle. On va aussi juste citer quelques autres exemples de l'ouverture, une non-ouverture dans d'autres entreprises. Et l'importance de la relation entre technologie et entreprise. La société Kodak, par exemple, ça fait 100 ans qu'ils étaient les leaders mondiaux dans la photographie. Et c'est Kodak qui ont développé le premier appareil numérique en 1975. Ils ont fait faillite en 2012. Et c'est parce qu'ils voient la technologie de l'appareil numérique, cette technologie numérique, comme menaçant à leur entreprise, à leur fonctionnement principal, la production de pellicules photographiques. Grosse erreur. Par contre, une autre entreprise, Goldcorp, l'inverse, eux, ils étaient en difficulté financière, ils avaient des problèmes de grève, des problèmes de dette. Et c'était une société qui prospectait, qui faisait des mines d'or, qui fait encore aujourd'hui. Et effectivement, le PDG de cette société, en 1999, il a assisté à une conférence de Linux et il a découvert l'idée de l'open source et l'open entreprise. Et ils avaient déjà dépensé 10 millions de dollars sur les géologues et ils avaient trouvé très peu d'or. Et il a décidé, contre l'avis des géologues, de publier toutes les données dans leur site web. C'était assez précoce en 1999. Ils ont lancé le Goldcorp Challenge en 2000 avec un prix de 575 000 dollars, merci. Et effectivement, ils avaient des participants de 50 pays, 1000 chercheurs d'or. Ils ont trouvé en fait pour 3 milliards de dollars d'or, et le capital de la société a évolué de 100 millions à un capital actuel aujourd'hui de 9 milliards. Bien, exemple un peu extrême, mais de l'ouverture de données, que même dans les mines, même dans toutes sortes de sociétés, l'ouverture, ça peut porter des bénéfices très réels. Comme on parle de la santé et domotique à la maison pour les handicapés, j'ai pensé à parler juste très rapidement d'un site internet qui s'appelle Patients Like Me, patients comme moi. Et c'est, si on comprend le nom, c'est presque un Facebook pour les gens qui sont malades. Et effectivement, leur but, c'est pareil, c'était basé sur une expérience réelle de quelqu'un qui avait un membre de la famille assez proche qui souffrait d'une maladie chronique et qui veut les réponses des 3 questions principales. Est-ce que c'est normal ce qui m'arrive? Est-ce qu'il y a d'autres gens dans ma situation? C'est-à-dire aussi, est-ce qu'il y a les autres choses qu'ils ont essayées qui peuvent marcher? Et étant donné mon état, quel est le meilleur prognostic que je puisse atteindre et comment y arriver? Effectivement, très rapidement, ils ont construit une base de données assez ouverte quand même. Ils vendent des données aux sociétés pharmaceutiques. Une base de données d'histoire médicale le plus grande du monde qui a quand même une très grande valeur. Et la valeur non seulement financière, mais pour les individus, parce que si on souffre d'une maladie, surtout, on veut savoir s'il y a un espoir, s'il y a les autres histoires des gens qui ont trouvé des solutions. Chaque solution commence avec un besoin individuel. Et c'est un peu ça, notre philosophie aussi, qu'on a déjà touché il y a un mois, avec ça qu'on va présenter la société Softetic,
qui travaillent, voilà, la domotique pour les personnes handicapées. Ah oui, j'ai aussi voulu juste toucher sur une autre chose, parce que comme on parle des robots de forme assez humaine, un robot qui était sur les infos la semaine passée, Zeno, c'est conçu pour les enfants autistes. Les enfants, souvent à bas âge, comme ils ont une communication non verbale, c'est très difficile à faire un diagnostic d'une maladie comme l'autisme avec voilà, les communications qui sont pour nous, les adultes, principalement verbales. Alors, ils ont conçu un robot et les enfants, ils développent une vraie relation avec le robot, avec des communications non verbales. Et en plus, ce qu'ils ont trouvé, c'est que les enfants trouvent ça moins menaçant, c'est beaucoup moins nuancé, la communication avec un visage qui change moins, où ils doivent se concentrer sur une ou deux seules choses à la fois, au lieu d'une complexité de visages qui expriment toutes sortes d'émotions. Alors, ils ont trouvé, voilà, pour développer la communication, que c'est aussi une piste à suivre. On est dans les technologies qui sont assez jeunes, assez récentes. Un prototype de robot, on peut imaginer, on peut se dire aussi que c'est juste de la science-fiction. Mais en fait, non. C'est un peu comme la société Kodak qui ont vu un produit en 1975, qui l'ont réalisé, qui se disent « ouais, mais est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est réellement le futur ?» Chaque prototype qu'on voit dans la technologie aujourd'hui, imprimante 3D, le robot de forme humaine, ça va être notre avenir si on le veut ou pas. Et c'est beaucoup mieux d'être ouvert, de travailler avec ces technologies que de dire ok, oui, ça existe, mais mon entreprise principalement c'est autre chose. Et voilà, on a déjà vu le résultat. Bien, pour après, on veut toujours les retours de vous, on veut entendre de vos projets. Ça serait bien si vous vous connectez sur notre site, si vous envoyez des mails ou si vous voulez nous parler après autour d'un verre. Ça, c'est toujours aussi l'objectif. C'est quand les gens parlent de qu'est-ce qu'on fait comme société. Oui, on fait des présentations comme ce soir, mais on veut être les gens qu'on peut... on peut venir parler avec nous et entre vous. Bien, avec ça. Merci. Je vais vous parler donc de l'entreprise ouverte. Alors il y a quelques affiches qui ont été déposées dans la salle. On ne pourra pas la projeter en revanche, mais l'infographie sera disponible d'ici peu sur le web. Je vous invite à les regarder un petit peu, on va les commenter ensemble. Bon, quel est le contexte en fait d'émergence de l'entreprise ouverte et de ce modèle d'entreprise ? Essentiellement le fait qu'on se rend compte que les frontières de l'entreprise sont de plus en plus poreuses. L'entreprise est obligée, pour s'adapter à son contexte d'évolution, d'être influencée par son contexte socio-économique. Et c'est principalement ça qui fait aujourd'hui sa richesse. Voilà, beaucoup d'entrepreneurs s'accordent sur ce point-là. Et donc le modèle de l'entreprise ouverte exploite justement cette porosité des frontières. L'avantage aussi de pouvoir élargir ces frontières, ça va être de favoriser l'innovation par l'intelligence collective. La collaboration interservice dont on a déjà parlé le mois précédent, et de développer les projets en relation avec des partenaires externes. Je ne vais pas forcément trop m'attarder là-dessus, on est en plus petit comité, ce sera peut-être plus intéressant de regarder après les affiches. En revanche, voilà, il y a différentes façons d'aborder l'entreprise ouverte. D'un point de vue juridique, fiscal, on peut aussi aborder le modèle économique, les chartes d'utilisation interne. Ici, ce que j'ai choisi de vous présenter pour la première fois qu'on l'évoque, on rentrera plus dans le détail sur les prochaines soirées.
c'est l'organisation des ressources humaines. En fait, comment s'organisent toutes ces personnes qui gravitent autour de l'entreprise ouverte, comment elles peuvent collaborer, participer au développement de l'entreprise ouverte et en retirer les bienfaits de ce développement. Alors, c'est une entreprise qui se base sur les principes d'organisation dits méritocratiques. Donc on progresse dans la hiérarchie de l'entreprise au fur et à mesure de son implication, de sa volonté de le développer, en y amenant des nouvelles idées, etc. Vous voyez donc sur ces... Hop, je vais prendre ça. Sur l'infographie ici, on démarre en haut, donc avec un projet, quel qu'il soit. On entend parler d'un projet qui est hébergé par l'entreprise ouverte. Ça peut être un peu n'importe qui, client, un investisseur, un voisin, quelqu'un qui entend parler en fait de l'entreprise, qui est considéré comme un utilisateur. Il va pouvoir contribuer à l'entreprise au fur et à mesure de son utilisation, essentiellement en informant son entourage de l'existence de l'entreprise, partageant des liens sur Internet, en apportant un soutien, qu'il soit moral ou financier. Il y a pas mal de façons en fait, de commencer, je dirais un petit peu, à porter cette entreprise ouverte à partir du moment où on apprécie son principe. Et puis, au fur et à mesure de l'utilisation, donc, l'utilisateur devient contributeur à l'entreprise, ce qui lui donne un rôle supplémentaire. Il s'intègre aux différents projets en développement hébergés par l'entreprise ouverte. Travaille en équipe, donc il profite des outils de développement, et puis au fur et à mesure qu'il travaille dans cette entreprise, il apprend à être plus efficace, il comprend un petit peu mieux ce dont a besoin la communauté d'utilisateurs, et tout simplement, il participe de mieux en mieux au développement de cette entreprise ouverte. Une fois rodé, qu'il maîtrise le tableau de bord, le contributeur peut être nominé, soit désigné par un membre interne à l'entreprise, soit directement déposer une candidature pour demander à s'impliquer un petit peu plus dans l'entreprise ouverte. La nomination donc, du membre est un des rares sujets qui se traite en direct par le comité directeur, qui va examiner un petit peu la demande et regarder de quelle manière il peut au mieux inclure ce contributeur dans les membres internes de l'entreprise. Une fois intégré en tant que membre, le contributeur va récupérer des compétences supplémentaires et notamment la flexibilité dans son intégration au travail de l'entreprise. La grosse différence entre le contributeur et le membre, c'est que le contributeur doit demander avant de participer à un projet. Le membre peut directement développer un projet au sein de l'entreprise et demandera plus tard une vérification de son travail. C'est-à-dire que le membre a déjà intégré les principes fondateurs de l'entreprise, on sait qu'il les respecte et donc il vaut mieux lui laisser plus de flexibilité, de facilité à développer directement les projets hébergés par l'entreprise ouverte. Et puis, à force d'implication, le comité directeur peut intégrer le membre en son sein. Il y a des votes qui sont régulièrement organisés, enfin régulièrement en tout cas à échéance, des votes qui vont permettre d'intégrer des personnes les plus impliquées dans la direction interne de la société, où là, essentiellement, il s'agit d'endosser la responsabilité de l'entreprise, juridique notamment, et de la représenter l'entreprise, aussi de s'occuper donc de tout le travail interne qui va être les droits d'auteur, signer les contrats avec les partenaires, ce genre de choses. Voilà un petit peu l'organisation. Est-ce que j'avais d'autres choses à évoquer? Essentiellement, je pense que c'est tout. Donc, vous l'aurez compris, on parle de ça puisque OpenPI est une entreprise ouverte. Elle a été créée comme ça par Mathieu et moi qui travaillons ensemble depuis quelques années maintenant. Pour nos propres besoins d'innovation, on a souhaité l'ouvrir à un plus grand nombre de personnes, en fait au maximum de personnes qui pourraient y trouver là des outils mutualisés pour leurs propres besoins d'innovation. Voilà, un peu plus de détails.